J'ai voulu parler de la France, je n'ai pas pu. Il est certain qu'un œil neuf verrait dans mon pays des choses remarquables, cette topographie variée par exemple, une histoire riche et vivante, la passion au service du bon, mais ces formules rapides me semblent trahir la réalité de mon expérience. On vit rarement au coin d'une carte postale. Alors si l'essentiel est invisible pour les yeux, et si la France est hors de portée, il reste le cœur, il reste ma France. On s'y balade dans les rues de mon enfance, grises et vertes et bleues, on y lit mon amour de ses poètes et de sa langue, plate à l'écoute mais aiguisée, merveilleuse. On y passe un moment en TGV avec un livre entrouvert qui capitule finalement devant le spectacle au dehors. On s'en plaint parfois, car cette France est lente et vieille. On s'y plaît aussi, car cette France est lente et vieille. À bien y réfléchir, ma France n'est peut-être pas si personnelle. Elle est simplement mon pays, et tous les habitants du continent connaissent ce sentiment. Dans quelques jours, nous les retrouverons, car notre tour touche à sa fin. Soyons fiers d'être arrivés, soyons heureux d'être ensemble. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous en doutez, je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de retour. On y est enfin. Ce jour est arrivé et avec lui la perspective donc de parler de l'équipe de France, son histoire d'abord, sa dynamique récente, les questions tactiques liées à la composition de la liste de Didier Deschamps, les adversaires des Bleus à l'Euro et enfin pour boucler mon avis final sur la question, une tentative du moins. Voilà, c'est le riche programme qui nous attend aujourd'hui, alors installez-vous confortablement, je pense qu'on en a pour au moins un bon quart d'heure et on va démarrer comme d'habitude par l'histoire footballistique de l'équipe de France qu'on pourrait axer autour des 2 étoiles, qu'on pourrait utiliser pour se remémorer quelques beaux étés, mais on va rester fidèle à nos principes et s'intéresser à l'histoire des Bleus à l'Euro, plus spécifiquement, qui démarre dès la naissance du championnat d'Europe des Nations, que la France accueille en 1960, mais les hommes d'Albert Batteux s'inclinent contre la Yougoslavie en demi 5-4, après avoir mené pourtant 4-2 à un quart d'heure du terme. S'ensuit une longue traversée du désert, 5 tournois consécutifs, 5 euros consécutifs ratés, mais la France revient en forme en 1984 et démolit la Belgique, 5-0, triplé de Platini, prend sa revanche sur la Yougoslavie, 3-2, triplé de Platini, arrache un succès contre le Portugal en demi, but à la 119e de Michel Platini et un des plus grands matchs de l'histoire des Bleus. Avant de faire tomber l'Espagne en finale 2-0, l'erreur de Luis Arconada offre à la France son premier titre majeur, qui remettra ensuite le couvert en 2000, un tournoi qu'on a longuement couvert sur la chaîne, mais qui est le théâtre de 2 renversements de situation. En demi contre le Portugal, un succès 2-1 ponctué par le but en or de Zidane au bout des prolongations, puis en finale contre l'Italie. Sur sa dernière offensive, l'équipe de France de Sylvain Wiltord arrache un sursis. Sur cette volée parfaite de David Trezeguet, elle plonge le pays dans le délire. C'est une nuit d'exception qui sera pourtant suivie de douleurs, celle du revers surprise contre la Grèce en 2004, du début du déclin en 2008, du lendemain de Naïsna en 2012 et d'un cœur brisé en 2016. Les Bleus sont nés avec l'Euro, ils y ont aussi connu de grandes peines. Donc voilà en gros pour l'histoire de l'équipe de France à l'Euro. Niveau tendance récente, qu'est-ce que ça donne ? Si on regarde déjà du côté des qualifs, la France termine à la première place de son groupe devant l'Islande, 3ème, que les Bleus battent notamment 4-0 au Stade de France, et 2 points devant la Turquie, qui pose en revanche de sérieux problèmes aux hommes de Deschamps, une défaite 2-0 à Konya sans avoir cadré le moindre tir, c'était fin 2019, puis un petit nul à Saint-Denis, un partout. Alors la France se rassure en Ligue des Nations à la faveur de 2 victoires contre la Croatie, 2 victoires contre la Suède et 4 points pris au Portugal. Les Bleus joueront donc en octobre prochain la demi-finale contre la Belgique, un match assez épicé qu'on attend déjà. Et plus récemment, les 3 premières rencontres de qualif à la Coupe du Monde ne vont pas rester dans les mémoires, mais 2 déplacements victorieux au Kazakhstan et en Bosnie ont adouci quelque part le nul décevant contre l'Ukraine, tout en accentuant les doutes de Didier Deschamps au sujet de son animation offensive, une période qui a vraisemblablement conduit au retour de Karim Benzema. Donc on y arrive, l'équipe, et grâce au match de mercredi, on a un tout nouveau système à analyser, c'est ce fameux 4-4 de losange, et même si les enseignements qu'on peut tirer d'un match joué en bonne partie à 11 contre 10 sont limités, on a quand même aperçu des choses intéressantes. La première, je dirais que c'est la grande fluidité du trio offensif, qui a énormément permuté, et où chacun a couvert des zones assez variées, à l'image de Griezmann qu'on retrouve ici sur le flanc droit, là sur le flanc gauche, régulièrement dans l'axe aussi. De ce qu'on a vu sur les 25 premières minutes face à une équipe qui était encore en capacité de presser, encore en capacité
d'être haut sur le terrain. Ce qu'on a vu, c'est que la pointe basse du losange, ici Tolisso, demain peut-être Kanté, cette pointe basse du losange joue un rôle phare à la relance pour créer une supériorité numérique en descendant entre les centraux, bon c'est assez classique, et 2, que les 3 de devant vont devoir trouver un équilibre pour éviter de trop inonder l'entrejeu via des décrochages. Je pense que Griezmann, comme Mbappé, comme Benzema, peuvent avoir envie de venir participer au jeu, et sans doute que le mouvement de l'un des 3 est nécessaire sur certaines phases. On a vu par exemple Griezmann qui est souvent venu apporter de la largeur à la construction, mais l'attrait principal du 4-4 de losange étant son nombre de lignes. Effectivement, on a 4 lignes distinctes devant le 6. Son succès de mon point de vue reposera beaucoup sur l'équilibre qui est trouvé entre les 2 milieux relayeurs et les 3 offensifs. En gros, il faut que Rabiot et Pogba soient capables de faire progresser le jeu sans trop dépendre des décrochages de Griezmann, Mbappé et Benzema. Et alors quand ça a marché, comme ici par exemple, il y a cette incursion de Paul Pogba, ça a très bien marché, et la complémentarité du trio a sauté aux yeux. Griezmann dos au jeu trouve Benzema en 3e homme, qui lance Mbappé en une touche. C'est une séquence qui a dû décrocher un petit sourire à Didier Deschamps, et on en a vu d'autres. Quelques minutes après l'expulsion, Benzema et Mbappé multiplient les contacts pour trouver un décalage, qui survient finalement sous la forme d'un centre remisé. Alors, Mbappé est hors jeu, mais le triangle a encore fonctionné. On a senti parfois qu'il était en rodage, bien sûr. Ici, je pense que Kylian cherche un relais dans l'axe, mais Karim reste longtemps sur l'idée d'un centre, se propose peut-être un peu trop tard, ce qui va conduire à un nouveau centre, peut-être une solution de facilité qui a été trop souvent mobilisée, mais qui a aussi mis en lumière le circuit Pogba-Benzema. Intéressant ça, le premier a beaucoup recherché le second via des ballons travaillés, et on sait d'expérience que le jeu de tête de Benzema est une arme supplémentaire dans l'arsenal offensif des Bleus. Puis pour finir sur le trio de devant, peut-être qu'on peut souligner ce qui a été un peu moins vu sur le but du break. Alors il y a bien sûr ce délice de talonnade de Mbappé et cet enchaînement classe mondiale d'Antoine Griezmann, mais à l'origine de l'action, j'ai envie de mettre en lumière les déplacements très bien coordonnés du trio. Au moment où Pogba réceptionne la passe de Koundé, les 3 sont sur une parcelle de 5 mètres carrés au maximum. Une passe plus tard, ils sont parfaitement saccadés, et Griezmann s'est ouvert une poche d'espace libre. J'ai trouvé ça super intéressant, et j'ai aussi trouvé d'autres bénéfices au losange, un notamment. Je pense que face à des blocs bas, il offre davantage de solutions pour fissurer que le 4-2-3-1 asymétrique de 2018, qui avait été régulièrement en peine dans cette configuration face à des blocs bas. On se souvient par exemple en phase de groupe, et puis ensuite la France avait surtout brillé dans l'exploitation des grands espaces, mais ici, la forte densité axiale de joueurs techniques à l'aise de haut jeu, et l'existence d'un grand nombre de lignes saccadées qui ouvrent plus de circuits courts, ça m'a semblé être assez prometteur pour vraiment percer en son cœur une défense regroupée, maintenant à voir à 11 contre 11 bien sûr. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est disons un point théorique assez célèbre du 4-4 de losange, assez connu, c'est la question de l'animation des côtés et l'importance, le rôle des latéraux qui sont finalement les seuls dépositaires de la largeur dans l'animation offensive d'un 4-4 de losange. Et à mon avis, c'est pas une coïncidence que les 2 premiers changements qu'ait fait Deschamps dès la mi-temps, ce soit les sorties de Lucas Hernandez et Benjamin Pavard pour tester Lucas Digne et Jules Koundé. Digne qui a été plutôt bien trouvé sur du jeu renversé comme ici. Je pense qu'il a un rôle à jouer en bleu parce que plutôt un bon sens de l'espace, et il y en aura à les infiltrer. Je pense que le trio axial, une des externalités positives de ce trio axial et de ce losange, c'est que ça va pousser les défenses adverses à être très denses sur la largeur et mécaniquement à libérer du champ sur les couloirs. Même Koundé, qui n'a pas vraiment un profil de latéral, a pu se montrer globalement à son avantage, et ça me semble assez parlant. Donc voilà en gros pour ces quelques observations collectives. Il y a plein de choses à tempérer, il y a beaucoup de questions qui restent encore en suspens, notamment parce qu'à 10 par exemple, le Pays de Galles a trop peu attaqué pour parler de manière exhaustive de la structure défensive des Bleus. Alors j'ai trouvé Pogba quand même bon au contre-pressing, peut-être que cette grosse densité axiale peut être utile à la perte pour bloquer la relance adverse et réenclencher une nouvelle phase avec ballon, mais on a aussi vu ses faillites avec souvent un circuit extérieur qui était facile à trouver pour l'adversaire. Ici, il va falloir que les milieux relayeurs aient du volume pour couvrir les côtés. Alors au niveau individuel maintenant, je pense qu'on peut s'épargner le poste par poste comme ce qu'on a fait un peu pour les autres sélections. Globalement, on connaît assez bien le groupe de l'équipe de France, on va pas en apprendre énormément sur les qualités et les lacunes de chaque joueur, mais personnellement, je serais assez curieux de voir Kanté prendre la place de Rabiot quand il réintégrera le 11, soit directement en tant que relayeur. On a vu ces dernières saisons qu'il était très fort lorsqu'un peu plus haut pour aller chasser vraiment le porteur adverse, soit en tant que 6, avec Tolisso relayeur gauche. Tolisso, c'est un poste qu'il connaît bien pour l'avoir occupé à Lyon, sous Rémi Garde, dans le 4-4 de losange. Alors comme Tolisso revient de blessure, je ne sais pas s'il aura le capital athlétique pour démarrer en tant que titulaire sur un poste qui est très exigeant physiquement, mais que ce soit sur la capacité de projection, le volume sans ballon, la connaissance du poste, voilà, je pense pas qu'on perde beaucoup au change par rapport à Rabiot, c'est une éventualité que j'aimerais voir tester. Ça c'est un premier point. Un deuxième, c'est que si jamais ce système, ce 4-4 de losange, si jamais il commence à perdre en attrait au fur et à mesure de la compétition, qu'on se rend compte que c'est pas tout à fait la meilleure formule, ou si jamais il y a besoin d'un ajustement en cours de rencontre aussi, ça c'est
plausible pour refaire un score par exemple, refaire un écart au score, je pense qu'il y a des motifs de satisfaction à retirer de l'entrée mercredi de Kingsley Coman, qui a prouvé qu'il n'avait pas son égal en matière de percussion pure, et quand Dembélé est peut-être plus un joueur de grands espaces, Coman peut faire très très mal dans les petits, il passe très vite d'une position statique à une position dynamique et à une vraie carte à jouer dans ce registre de super sub notamment. Voilà, c'est des toutes premières remarques sur l'équipe de France qu'on pourra compléter par la suite, bien sûr mardi avec ce deuxième match de préparation contre la Bulgarie et puis très vite contre l'Allemagne bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez comme point de discussion majeur peut-être, qu'on pourra les évoquer dans le cadre d'un live Twitch bientôt, en tout cas un événement pour rebondir un petit peu et prolonger la réflexion. Mais voilà en gros pour le groupe de Didier Deschamps, voilà en gros pour cette équipe et ses problématiques tactiques. Maintenant on passe aux adversaires des Bleus à l'Euro et un groupe F assez costaud qui démarre par l'Allemagne le mardi 15 juin à 21h, c'est à Munich, la Hongrie le samedi 19 juin, c'est à 15h à Budapest, et la France restera à Budapest pour son troisième match contre le Portugal, c'est le mercredi 23 juin à 21h. Et alors je sais pas vous, mais ce groupe il me pose deux questions assez particulières, c'est pas sur la force respective des différents adversaires, pour ça on commence presque à être compétent avec les différents épisodes de retour dédiés à la Hongrie, à l'Allemagne et au Portugal qui sont en ligne, si vous voulez aller les voir. Mais les deux questions que je me pose, c'est sur le stade Ferencváros, à quoi est-ce qu'il ressemble? Et la réponse est très satisfaisante, il est magnifique, inauguré en 2019, super moderne, 4 étoiles, 67 000 places, quasiment 68 000, et surtout, il est le seul stade, à l'heure où je m'enregistre, qui a la possibilité d'être plein. C'est quand même une bonne nouvelle pour l'équipe de France, les matchs contre la Hongrie et contre le Portugal se joueront dans un stade plein, 68 000 personnes, en tout cas a priori. Donc ça c'est un premier point, et la deuxième question que je me posais, quand on est confronté au groupe de la mort, on peut se la poser, c'est légitime, c'est combien de troisièmes de groupe accèdent finalement aux huitièmes de finale? Et la réponse c'est 4. Sur les 6 groupes, les 4 meilleurs troisièmes accèdent aux huitièmes de finale. J'ai pas fait tous les calculs, mais j'ai du mal à imaginer une situation où 4 points ne sont pas suffisants pour accéder au 8e, même en qualité de meilleur troisième. Quand on regarde par exemple en 2016, la Slovaquie et l'Irlande étaient qualifiés avec 4 points, tous les autres avaient 3 points, mais une meilleure différence de but pour le Portugal et l'Irlande du Nord leur avait permis d'atteindre les 8e et même de décrocher le sacre pour le Portugal. Donc voilà en gros pour ces deux questions relatives au groupe. Maintenant, mon avis final sur la question, est-ce que la France va remporter l'Euro 2021 ? Déjà en préambule, je voudrais parler d'une chose, c'est grâce à cette vidéo, j'ai pu me replonger un petit peu sur l'histoire, dans l'histoire de l'équipe de France, et il y a quand même un énorme motif de satisfaction, c'est de voir à quel point cette nation a progressé. Qualitativement déjà, quand on regarde le 11 aligné en quart de finale de l'Euro 2012 par exemple, un entrejeu M'Vila, Cabaye, Malouda, Debuchy sur l'aile droite, Rami Koscielny dans l'axe, je préfère Pogba Kanté, je préfère Mbappé Griezmann, je préfère Varane Kimpembe, ça c'est un premier gros point. Et puis sur l'état d'esprit aussi, je trouve qu'il y a eu une progression significative. On sent aujourd'hui un groupe concentré, avec beaucoup de bonne humeur, mais une bonne humeur productive. Quand on regarde par exemple l'attitude de Karim Benzema, alors c'est son déclaratif, il a dit avoir évolué sur ces dernières saisons, avoir pris beaucoup de maturité, avoir transformé son attitude. Déjà on a tendance à le croire sur parole, on sait qu'on n'est pas le même à 33 ans, mais tout ce qu'on a vu mercredi le prouve, que ce soit dans les regards complices avec ses partenaires offensifs, les sourires même à la suite d'un poteau frustrant, son attitude en interview. Je pense que les Bleus retrouvent Karim Benzema avec tout son potentiel technique, qui a sauté aux yeux de manière flagrante par moments, mais aussi avec la maturité d'un homme serein, confiant en ses capacités et en celles de ses partenaires, c'est un point crucial, leader parmi d'autres leaders. Alors est-ce que ce sera suffisant pour aller remporter l'Euro? Évidemment, c'est très difficile à dire. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de matière sur laquelle s'appuyer. On n'a pas encore vu si ce système est viable sans ballon, si ce nouveau système, cette nouvelle animation est viable sans ballon. Et je pense aussi que le niveau d'adversité sur cet Euro est assez difficile à lire. On a un contingent assez homogène de 7-8 nations qui peuvent prétendre aller au bout, mais qui ont toutes aussi leurs faiblesses évidentes. Donc voilà, ça rend la tâche assez complexe. Je dirais quand même, que quand t'es dos au mur, t'as jamais assez de qualité technique, et ces Bleus 2021 me semblent très bien pourvus en qualité technique. 2, quand t'es dos au mur, t'as jamais assez de ressources mentales, et là aussi j'ai l'impression que ce groupe champion du monde ensemble, a développé une vraie complicité, sans entretenir de complexe de supériorité. De ce que je vois un groupe travailleur, conscient de l'ampleur de la tâche, mais sûr de ses qualités, un bon équilibre peut-être entre confiance et doute,
Peut-être qu'on peut voir les choses comme ça. Et évidemment, c'est pas suffisant pour annoncer que la France va remporter l'Euro 2021, qui pourrait l'annoncer. Mais c'est suffisant pour les placer parmi les 3 ou 4 favoris, les 3 ou 4 prétendants majeurs. Je pense qu'on s'avance pas trop. En disant ça, c'est le rang d'une équipe de France championne du monde en titre. C'est aussi ce que pense mon partenaire Betclic, pour lequel la cote de la victoire finale de l'équipe de France est à 6. Alors si ça vous inspire, que vous souhaitez miser sur le triomphe final des Bleus, sur cet Euro, vous pouvez le faire sur Betclic. Si vous avez déjà prévu de vous inscrire sur Betclic, en tout cas, vous pouvez le faire avec le code promo WILOU. A noter qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'Euro, Betclic met en place une offre spéciale à l'inscription, puisqu'avec le code promo WILOU, le bonus de bienvenue passe de 100 à désormais 200 €. Et ça m'offre aussi une très belle commission pour chaque utilisation, ça m'aide énormément. Vous le savez, c'est très très bienvenu. Voilà, je ferai une vidéo prono dédiée quelques jours avant le début de l'Euro pour parler un peu tout le monde, les nations, les joueurs. Mais voilà ce que ça donne d'ici là, et d'ici là, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à utiliser ce fameux code promo. Alors vous l'avez remarqué, on touche à la fin de cette vidéo. Je la boucle avec un énorme merci. Ça a été un plaisir immense de faire cette série. Je sens qu'elle va beaucoup me manquer. Et il y a un vrai pincement au cœur d'arriver à la fin du 24e épisode de Retour. Mais voilà, c'était un moment absolument génial. En même temps, je suis content qu'on soit arrivé au bout. Je pense que si on prend tous les épisodes mis bout à bout sur 24 épisodes, on est sur au moins 500 heures de travail. Donc ravi que ça se termine et que ça se termine bien. J'espère surtout que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de lire. Si c'est le cas aussi, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça permettra à plus de monde de la voir en améliorant son référencement, vous le savez. Enfin, si vous voulez vivre l'Euro avec moi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On sera en live tous les soirs de l'Euro sur Twitch pour les plus nocturnes, mais il y aura aussi chaque matin sur la chaîne YouTube une vidéo spéciale qui reviendra sur les matchs de la veille, qui parlera de ceux à venir, sur la journée à venir. Et ce sera voilà, tous les matins sur YouTube à 7 h, un très très gros programme en perspective. J'ai déjà hâte d'y être, de vous y retrouver. Et voilà, on se quitte pour l'instant. On se retrouve dans quelques jours. Le code promo WILOU sur Betclic si vous voulez continuer à soutenir la chaîne. Si vous cherchez des maillots de ce type, rétro, originaux, vous avez le lien du site que j'utilise personnellement en commentaire et en description. Et voilà, prenez soin de vous, passez une excellente journée, un très très bon week-end. J'ai hâte de vous retrouver. On se dit à bientôt. Bisous.